La cité littorale de Saf a été engloutie sous une tragédie d'une ampleur humaine bouleversante. Des crues, d'une brutalité inouïe, ont tout emporté sur leur passage, ne laissant que ruines, larmes et pertes humaines alarmantes. Le décor désormais apocalyptique provoque une fureur croissante parmi les habitants qui pointent du doigt une inertie officielle glaçante et un silence administratif aussi pesant qu'injustifiable. Ce qu'ils perçoivent. Un abandon pur et simple, comme si leur sort ne méritait ni réaction rapide, ni geste concret. Ils sont déjà plus de 25 à avoir perdu la vie engloutis dans le tumulte des eaux furieuses. Ce n'est plus un simple bilan, c'est un cri silencieux gravé dans la boue et les gravats. Le drame s'alourdit d'heure en heure, et avec lui la colère d'un peuple laissé pour compte. Dans les rues de Saf, ce ne sont pas des manifestants qu'on voit, mais des survivants hurlant leur douleur, réclamant ne serait-ce qu'un signe, une main tendue, une oreille attentive. Mais en face, rien. Le vide. Et comme si le chaos ne suffisait pas, une question revient lancinante, blessante: où est passé celui qui d'ordinaire n'oublie jamais d'adresser ses condoléances aux quatre coins du globe dès que la terre tremble ou que la mer se déchaîne? En Indonésie, oui, un mot. En Turquie, une lettre. Mais pour ses propres citoyens noyés chez eux, silence radio. Même pas une ligne, même pas une larme officielle. Comme si l'empathie était réservée à l'export. Pendant que le pays enterre ses morts dans un silence assourdissant, les hommages officiels, eux, prennent l'avion pour l'étranger. On console l'Indonésie, on pleure pour d'autres nations, mais pour ceux qui se noient chez nous, pas un mot. Cette incohérence criante a déclenché une pluie de critiques dans les quartiers populaires. Les langues se délient, les regards se durcissent. Comment expliquer qu'on pleure les tragédies lointaines, mais qu'on détourne les yeux du désastre à domicile? Pour beaucoup, c'est clair, les priorités ont fait un tête-à-queue. L'urgence, ce n'est pas ici. La douleur du peuple n'est qu'un bruit de fond. Et lorsque le déluge frappait Saf de plein fouet, que la ville se noyait en silence, les caméras étaient braquées ailleurs. À croire que le malheur national n'était pas assez sensationnel, pas assez utile. On débattait de politiques lointaines, on s'acharnait sur des polémiques secondaires, pendant que les habitants pataugeaient dans la boue, sans secours, sans infrastructure, sans personne. Ce mutisme pour beaucoup n'est pas une erreur, c'est un mépris, froid calculé, un abandon déguisé en indifférence, pendant que Saf suffoque sous les eaux, et que des familles pleurent leur mort. Certains semblent avoir trouvé plus urgent agiter des drapeaux d'indépendance à des milliers de kilomètres. Parler de séparatisme à l'étranger, pendant que son propre peuple se noie chez lui, c'est pour beaucoup l'absurdité portée à son sommet. Derrière ce grand théâtre politique, les critiques voient surtout une tentative bien rodée de détourner l'attention d'un fiasco, celui d'une gestion de crise complètement naufragée. Ce décalage brutal entre ce qui brûle et ce qu'on regarde est dénoncé comme le symptôme d'un mal bien plus profond. Une machine étatique qui place la géopolitique de pacotille au-dessus de la vie humaine. À Saf, il ne reste plus rien. Les rues sont devenues des cimetières de boue. Et pendant que tout s'écroule, l'intérêt des élites semble braqué ailleurs, comme si la survie d'un citoyen valait moins qu'un discours sur la scène internationale. Quand les murs s'effondrent et que les rivières débordent, le silence des dirigeants devient une tempête de plus. Aucune prise de parole, pas un mot, pas un plan, juste un vide assourdissant là où il aurait fallu une présence forte. Cette mutité glaciale des responsables ne fait qu'envenimer la plaie, et beaucoup commencent à douter. L'État est-il seulement capable de répondre quand la nature se déchaîne? Ou sommes-nous livrés à nous-mêmes abandonnés dans la boue et l'oubli? Et puis, il y a ceux qui vont plus loin.
Pour eux, ce chaos n'est pas un simple accident météorologique, mais un signal venu d'en haut. Un rappel divin, ou une gifle du destin, adressée à un régime trop occupé à débattre de sujets futiles, pendant que son peuple se noie dans la misère. Oui, cette idée peut sembler radicale, mais elle est le reflet fidèle d'un peuple brisé, usé, qui n'a plus que la foi pour comprendre pourquoi il doit toujours payer le prix le plus fort, pendant que d'autres observent de leur balcon doré. Ce ne sont ni les puissants, ni les protégés du régime qui ont payé le prix fort. Non, ce sont les Zwalis, les oubliés du bas de l'échelle, les pauvres, ceux qu'on ne voit que lorsqu'ils crient ou meurent. C'est eux qui ont encaissé la tempête de plein fouet, sans parapluie, sans secours, seuls face au chaos. Et qu'on ne vienne pas dire que c'est la faute du peuple, non. Il y a des gens droits, des cœurs sincères. Mais il y a aussi ceux qui applaudissent aveuglément, qui disent oui à tout. Et c'est cette soumission, cette mécanique bien huilée du pouvoir qui a permis à un désastre pareil d'éclater au grand jour. Car on parle ici d'une tragédie humaine, dans toute sa cruauté, au moins 22 morts, des corps emportés par les eaux, et un système de secours inexistant. Pas de prévention, pas de réaction, pas même une main tendue pour sortir les survivants de cette misère qu'ils n'ont pas choisie. Les secours absents, les responsables muets. Et pendant ce temps, le peuple patauge dans ce que beaucoup appellent sans détour une merde nationale. On entend monter les prières, pas celles des puissants, mais celles du peuple brisé des Zwalis, ces damnés de la terre qui ont dû fuir leur foyer en ruine, parfois sans rien d'autre que les vêtements trempés sur le dos. Ils ont vu leur vie s'effondrer en direct, les murs s'écrouler, les souvenirs emportés par les eaux. Les images sont insoutenables. Arracher les corps de la boue, sauver des survivants à main nue. C'est un cauchemar éveillé où chaque geste coûte, chaque seconde pèse, et dans le désespoir, la comparaison devient inévitable. Ailleurs, dans d'autres coins du monde, quand la nature frappe la défense civile, se dresse comme un mur humain, présente, active, jour et nuit, épaule contre épaule, avec les sinistrés. Ici, silence. Attente. Et surtout, solitude. Ce n'est pas qu'une question de moyens, c'est une question de volonté, d'humanité. Et certains se demandent, faut-il être d'un autre pays pour mériter d'être secouru ? Plus les comparaisons se multiplient, plus l'amertume s'installe. Les citoyens, eux, n'attendent plus des miracles, juste le strict minimum. Un soutien, une présence, un geste. Mais même ça, on leur refuse. Ce manque criant de secours élémentaire, de protection basique, de solidarité institutionnelle, crée une blessure qu'aucune excuse ne peut soigner. Et à ceux qui osent insinuer que parler de cette tragédie serait une forme de plaisir sadique, la réponse est cinglante, non, ce n'est ni du spectacle, ni de la moquerie. C'est un cri du cœur. Les voix qui s'élèvent ne sont pas celles de gens aigris ou malveillants, encore moins de ces fameux « mroquines », termes méprisants, pour désigner ceux qui se réjouissent des malheurs des autres. Non, ce sont des gens lucides qui prient sincèrement pour que Dieu vienne en aide aux Zwalis, car ils savent très bien qui trinque quand tout s'effondre. L'histoire est toujours la même, quand les puissants font des erreurs, ce sont les pauvres qui encaissent. Et c'est ça la vérité nue, ce ne sont jamais les élites qui paient le prix des négligences. Quand la catastrophe frappe, elle vise toujours les mêmes quartiers, les mêmes familles, les mêmes visages. Assaf, ce n'est pas une crise, c'est un naufrage total. Un désastre dans toute sa brutalité. Et dans cette détresse collective, les prières montent adressées non plus à l'État, mais à Dieu seul recours quand tout le reste a disparu. Ce qui choque autant que les inondations, c'est ce silence glacial dans les journaux locaux. Pas un mot, pas une image. La ville de Saf est sous l'eau et pourtant les gros titres s'attardent ailleurs. À croire que parler de l'indépendance de X ou des frasques de Y
serait plus urgent que documenter une tragédie qui a englouti des vies entières. Ce vide médiatique n'est pas une simple erreur d'aiguillage, c'est un choix, un effacement organisé, une stratégie d'oubli. Et ce silence, justement, en dit long. Ce n'est pas l'absence d'information, c'est la suppression volontaire de la réalité. Une manœuvre claire, détourner les regards, étouffer les cris, maquiller l'échec. Pourquoi ? Certains murmurent une explication glaçante, la peur. Oui, la peur que nos voisins d'en face en Algérie s'amusent de notre douleur. Alors au lieu d'informer, on se tait, on enterre les faits pour ne pas perdre la face. Mais à force de cacher les ruines, ce sont les consciences qu'on enterre. Non, ce n'est pas de la joie malsaine. Non, personne ne se réjouit de voir une ville engloutie par les flots. Ce qu'on dénonce ici, ce n'est pas le malheur, c'est son origine. Et elle n'est ni divine ni venue d'ailleurs, elle est enracinée dans un système rouillé, incapable d'anticiper, incapable de protéger. Le vrai problème, c'est le régime, pas le peuple. Alors qu'on ne vienne pas nous parler d'Algérie d'indépendance ou d'ennemis invisibles, ces tentatives d'évasion narrative ne dupent plus personne. Assaf, ce ne sont pas des polémiques étrangères qui ont tué, ce sont les fissures internes. Ce qui se passe là-bas n'est pas un fait divers. C'est un signal rouge clignotant au milieu d'un pays qui vacille. Saf, c'est le miroir d'une nation qui craque sous le poids de ses propres failles sociales, politiques, structurelles. Et dans ce chaos, les témoignages s'accumulent, les cris fusent. Il n'y avait même pas assez d'ambulances pour ramasser les blessés. Une ville sous l'eau, et pas assez de véhicules pour sauver ceux qui se noient. Voilà le vrai scandale. À Saf, il n'a pas fallu un ouragan, juste une pluie un peu trop insistante, et tout s'est effondré. Routes éventrées, murs fissurés, quartiers entiers engloutis. Pourquoi ? Parce que les fondations de la ville sont aussi fragiles que les promesses de ceux qui la dirigent. Les habitants crient leur désespoir, réclament que les responsables quittent leurs bureaux climatisés pour venir marcher dans les ruelles effondrées, voir de leurs propres yeux l'état lamentable de cette ville ancienne qu'on a laissé pourrir au nom du progrès. Qu'ils arrêtent de rêver de gratte-ciel et qu'ils commencent par réparer les égouts. Les gens ne demandent pas des décorateurs d'illusions, mais des gestionnaires de réalité. Pas des façades brillantes, mais des hommes capables d'agir en temps de crise. Dans un témoignage bouleversant, un citoyen crache sa vérité. C'est une oumma, une honte nationale. Et il n'a pas tort. Et pendant ce temps-là, que voyons-nous ? Une scène surréaliste, un haut responsable, sœur Misiane, planté au milieu du désastre, les bras croisés. Il étole là physiquement, mais mentalement ailleurs. Aucune parole forte, aucun geste décisif, juste une présence creuse. Pour certains, c'est même la preuve éclatante que la machine de l'État répond avec la lenteur d'un escargot quand elle répond tout court. Dans le récit amplifié de cette crise, une idée revient comme un refrain entêtant. L'État est aux abonnés absents, le leadership lui porté disparu. Pendant que le pays agonise, certains comme Farhat, murateur, préfèrent jouer les révolutionnaires de salon, depuis l'étranger. L'homme qui proclame des indépendances par visioconférence pendant que son propre peuple se noie est présenté non pas comme un guide, mais comme un fuyard. Et le comble, il n'ose même pas remettre les pieds chez lui. Une posture qui frôle le ridicule tant elle trahit une fuite masquée en discours politique. Tout cela, ces gesticulations diplomatiques, ces provocations en dehors des frontières, sont perçues comme autant de tentatives pathétiques d'éviter de regarder en face l'ampleur du désastre intérieur. Ce qui s'est passé à Saf n'est pas une simple inondation. C'est le résultat d'années d'aveuglement volontaire, d'un système de drainage obsolète, d'un urbanisme bâclé et surtout d'un désintérêt flagrant pour le sort du citoyen moyen. On a préféré parler géopolitique
pendant que les fondations s'effondraient, et maintenant, il ne reste que les ruines. Et les morts. Ce drame a ouvert un gouffre déjà béant, celui qui sépare la vie confortable des dirigeants de celle bien plus fragile des oubliés des vieux quartiers. Ces zones aux maisons brinque-ballantes, aux égouts centenaires, ne résistent même plus à une pluie un peu trop intense. Et pendant que les pauvres coulent, certains commencent à se demander si tout cela est vraiment naturel. Des accusations fusent, sabotage climatique, intervention artificielle, jusqu'à des théories évoquant un ensemencement de nuages, déclenché volontairement après une sécheresse prolongée. On ne sait plus ce qui c'est le plus effrayant, l'idée que ce soit vrai, ou le fait que plus personne ne fasse confiance à personne. Car même si ces hypothèses semblent tirées par les cheveux, elles traduisent un climat délétère, celui d'un peuple qui ne croit plus aux versions officielles. Et comment pourrait-il encore y croire quand les médias passent de plus de temps à commenter le dernier but de la canne qu'à parler de ponts effondrés ou de quartiers inondés, la colère gronde. Tout semble fait pour divertir, distraire, détourner. La Coupe du Monde en une la misère en bas de page, si elle y figure encore. Depuis quand une pluie ordinaire tue-t-elle 22 personnes ? Cette question simple mais déchirante résonne comme un coup de tonnerre dans l'indifférence ambiante. Il ne s'agit pas d'un typhon ni d'un séisme, juste de la pluie. Et pourtant les morts s'accumulent. La conclusion est implacable, ce n'est pas le ciel qui est fautif, c'est ce qu'on a construit, ou plutôt ce qu'on n'a jamais pris la peine de construire. Des infrastructures vétustes, une gestion urbaine fantôme, et un système incapable de protéger ses propres citoyens. Et pour éviter d'avoir à se justifier, le régime s'est réfugié dans son arme préférée, le silence. Aucun aveu, aucun débat, aucune remise en question. L'information est verrouillée, la presse muselée. Mais sur le terrain, le peuple n'est ni dupe ni cruel. Il ne jubile pas du chaos. Il ne cherche ni vengeance ni revanche. Ce qu'il réclame, de la justice, de la dignité. Et qu'enfin quelqu'un l'écoute. La tragédie qui a frappé Saf n'est pas un incident isolé. C'est un électrochoc. Un cri d'alarme lancé par un pays qui s'écroule sous le poids de ses propres failles sociales, structurelles, politiques, et ce cri on l'entend dans les témoignages, des gens qui hurlent leur colère parce qu'il n'y avait même pas assez d'ambulances pour sauver les blessés. On meurt dans les rues et personne ne vient, c'est ça la vraie urgence. Il suffit de quelques heures de pluie pour que la ville s'effondre comme un château de cartes. Pourquoi ? Parce que tout est fragile. Les fondations, les canalisations, les routes, rien n'a été conçu pour durer, encore moins pour protéger. Et pendant que l'eau grimpe et que les rues se transforment en rivières, les habitants, eux, crient. Ils ne réclament pas des promesses, mais des responsables qui aient le courage de descendre dans les ruelles dévastées, de marcher dans la boue, de regarder en face le désastre qu'ils ont laissé pourrir. Les citoyens en ont assez des tours vitrées qui brisent dans les brochures pendant que les quartiers historiques s'effondrent en silence. Ils veulent des leaders capables de gérer des urgences, pas des vendeurs de façade en toc. Ce qu'ils demandent, moins de maquillage urbain, plus de compétences. Et puis, il y a cette scène presque surréaliste sur Miziane, l'homme de la situation, du moins en théorie, apparaît enfin sur place. Mais à quoi bon, il est là droit comme un piquet, les pieds dans l'eau, le regard flou. Sa simple présence n'a rien changé. Aucun plan, aucune direction. Rien. Pour beaucoup, sa venue tardive est moins une consolation qu'un symbole de plus, celui d'une réponse institutionnelle lente, molle, dépassée. Dans la version amplifiée du récit, une idée revient comme un refrain entêtant le pouvoir brille par son absence. Au lieu d'affronter la réalité, il préfère détourner l'attention vers des débats politiques
stérile. Indépendance par-ci, territoire par-là. Et pendant que les rues de Saf s'effondrent, Parat Mniorateur lui proclame des libérations depuis l'étranger, bien à l'abri, bien au sec. On le traite de visionnaire. Beaucoup le voient surtout comme un fuyard. Un homme qui déclenche des feux médiatiques à distance, alors qu'il n'a même pas le cran de remettre les pieds sur sa propre terre. Derrière ce rideau de fumée géopolitique se cache une vérité bien plus sale, une incapacité totale à affronter ce qui se passe ici maintenant sur le sol national. Car ce n'est pas une tempête qui a ravagé la ville, c'est une vérité brute qui a explosé à la surface un système fissuré de partout. La catastrophe n'a fait que soulever le couvercle. Sous les eaux boueuses, tout est remonté, les égouts bouchés, les routes non entretenues, les promesses creuses, les budgets évaporés. Mais le plus frappant, ce vide, ce fossé immense entre les décideurs et ceux qui en payent le prix. Tandis que les institutions regardent ailleurs les plus vulnérables, eux sont engloutis. C'est là que réside le vrai scandale dans cette coupure glaciale entre la machine d'en haut et les douleurs d'en bas. Pas un mot, pas une larme officielle, pas même un tweet compassé. Face à la détresse nationale, les plus hauts rangs du pouvoir ont préféré se taire. Un silence glacial pesant assourdissant. Et pourtant, quand un tremblement de terre secoue un pays étranger, les messages de compassion partent dans la minute. C'est presque devenu un réflexe diplomatique. Mais pour leur propre peuple, rien. Ce contraste criant a déclenché une onde de choc. Dans cette hiérarchie de l'émotion, les citoyens semblent toujours relégués tout en bas. Comme si chez nous, l'image comptait plus que les vies. Alors les questions fusent brutales sans détour, protéger le peuple. Est-ce devenu secondaire? A-t-on troqué la solidarité nationale contre les apparences internationales? Ce silence n'est pas seulement une absence de mots, c'est une déclaration. Une manière de dire, sans le dire, que la douleur locale n'est pas une priorité. Et cette indifférence-là, le peuple ne la digère pas. Pas quand des familles entières luttent seules pour ne pas sombrer. Pas quand chaque minute compte et que personne ne vient. Ce mutisme institutionnel s'est transformé en colère populaire. Une colère froide, viscérale, lucide. Car quand il manque des ambulances, quand les secours arrivent trop tard, quand l'État semble surpris par chaque goutte de pluie, ce n'est plus de l'impréparation, c'est de la négligence systémique. Et ça ne s'excuse plus. Ce ne sont pas les gouttes tombées du ciel qui ont fauché des vies. Le véritable coupable se cache ailleurs, dans les murs jamais construits, les ponts inexistants, les canalisations indignes d'une ville moderne. Ce qui a manqué au moment décisif, ce n'est pas la chance, c'est la protection. Là où l'État aurait dû être un rempart, il n'y avait que du vide, et ce vide-là a été mortel.